bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti pour le sommaire de ce nouveau mag. On s'intéresse cette semaine à la Somme, le département, terre d'expérimentation en matière d'inclusion. Qu'est-ce qui est testé? Avec quels résultats? On en parle avec le président du département. Dans un instant, le président de la Somme chargé par le président Emmanuel Macron d'une mission sur le handicap et l'enfance. Quelles préconisations sur le plan national? Quelles solutions envisageables? Et cela rapidement. On voit ça là aussi dans un instant. Et puis, la traditionnelle loupe, c'est avec Alix Nguyen. On parle de quoi? D'un polar écrit par des enfants, des élèves de Saint-Valery-sur-Somme. Des accros au polar en herbe. Rien que ça. Bonjour Stéphane Ossoulier. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'amitié de venir sur le plateau de School TV Le Mag aujourd'hui. Vous êtes le président du département de la Somme. Vous êtes chargé par le président Emmanuel Macron, je le disais, d'une mission nationale sur l'enfance et le handicap dont les conclusions sont attendues pour... Normalement, pas février. Voilà, Croise les doigts. Février 2024, si ça se passe relativement bien. On est en train de travailler d'arrache-pied avec les... Vous avez pour mission de traduire en propositions, je cite, concrètes, les grands objectifs annoncés par le président de la République sur les sujets du handicap et de l'enfance. Et il y en a pas mal. Alors, il y a des sujets importants, notamment sur l'école inclusive. C'est qu'est-ce qu'on entend par école inclusive? L'État fait déjà beaucoup sur le fait d'accompagner des enfants qui sont en situation de handicap au collège. Je vais parler des collèges, le département c'est sa compétence et donc sur ce sujet aujourd'hui on a déjà beaucoup plus d'enfants qui sont accueillis en collège grâce aux AESH. Vous savez que c'est la population que les ministres de l'Éducation nationale qui succèdent voient croître d'année en année de façon absolument exponentielle. Et puis à côté de ça, moi il y a un sujet sur lequel j'avais souhaité alerter notamment lors de la conférence nationale du handicap, le chef de l'État et les membres du gouvernement, c'est toute la problématique des enfants qui sont accueillis eux en IEM ou en IME. C'est-à-dire c'est dans le milieu spécialisé. Je trouve que la France est régulièrement condamnée par l'ONU notamment pour son institutionnalisation des enfants, c'est-à-dire le fait de les mettre à part et de ne pas les traiter dans l'école ordinaire de la République. Et donc là, ce qu'on est en train de tester dans la Somme et ce qui avait été proposé en son temps par le département à Sophie Cluzel, qui avait l'ancienne secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap, et puis tout de suite sauter sur l'occasion de signer, j'allais dire, un espèce d'accord de méthode avec le département pour avancer avec lui. Alors, l'accord de méthode... C'était il y a 3 ans, je crois, avec Sophie Cluzel. Un peu moins de 3 ans, c'est ça. Ouais. C'était il y a 2 ans et demi. Il n'y avait pas que l'école. Il y avait aussi un volet, je dirais, travail, les ESAT. Qu'est-ce qui se passe dans nos ESAT? Aujourd'hui, c'est des lieux où quand vous avez une place en milieu protégé, vous la conservez à vie. Vous essayez de la conserver à vie. Mais honnêtement, moi, je pense que dans une société inclusive, il faut plutôt espérer que l'ESAT soit un lieu de tremplin vers l'emploi ordinaire. C'est aussi un autre sujet pour lequel les entreprises doivent en se mobiliser. Alors, les grandes entreprises sur la RSE sont très mobilisées là-dessus, mais je trouve tout de même qu'il faut que nous allions un peu plus loin sur ces sujets. Il y a l'habitat, très clairement. Si vous voulez que les gens soient autonomes, il faut aussi regarder comment on arrive à faire société, je dirais, avec l'ensemble de celles et ceux qui la constituent. Et puis, il y a un autre vrai sujet, et les parents qui sont confrontés à des enfants en situation de handicap, ou celles et ceux qui ont eu à vivre ces situations, savent bien que le répit, c'est aussi extrêmement important, du temps de repos, des moments où on peut souffler. Quand vous êtes parent d'enfants en situation de handicap, quand vous êtes grand frère, grande sœur, d'un petit frère, d'une petite sœur, c'est 24 heures sur 24, quelquefois 365 jours par an. C'est quelquefois utile de pouvoir souffler, et ces solutions-là, aujourd'hui, elles existent très peu. Et donc c'est vraiment sur ces sujets-là qui sont extrêmement importants, parce que c'est ce qui parle aux gens. Moi, assez souvent, quand je voyais les ministres, et Sophie Cluzel là-dessus, on a eu l'occasion de parler pendant des heures, donc je connaissais sa position, j'ai eu de très bons rapports avec... Madame Dariussec, aujourd'hui avec Fadila Khattabi, ça se passe extrêmement bien comme avec Robert Berger. Mais ce qu'il faut, c'est que vraiment on avance petit à petit, peut-être dans le concret. Ce que les gens attendent, ce sont des solutions vraiment qui fassent sens pour les familles. Et je dirais que toutes ces solutions, demain, trouver un gamin d'IME que vous mettez dans le collège. Vous pourrez se dire, mais qu'est-ce que c'est comme drôle d'idée? Bon, déjà, ça serait respecter nos accords internationaux, enfin nos engagements internationaux, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais surtout, c'est se dire qu'un gamin qui n'est pas sollicité intellectuellement dans son IME. Il faut savoir que quand un enfant est en IME, il a
globalement 1 heure de cours par semaine. Si vous, comme moi, nous avions fait qu'1 heure de cours par semaine pendant toute notre scolarité, croyez-vous que vous auriez été journaliste et moi-même peut-être à essayer d'user mes fonds de culotte dans un département? Peut-être pas. Aujourd'hui, ce qu'on sait, parce qu'on a testé, parce que... Alors comment ça se passe, vous, dans votre département, depuis la rentrée? Parce que concrètement, vous avez justement intégré... C'est ça, on commence à sortir des enfants. Alors, des enfants. Alors là, aujourd'hui, on a 8 unités d'enseignement externalisé. C'est-à-dire il y a des IEM, des IME qui ont signé des conventions avec nous. D'accord. On sort des cohortes de gamins pour les mettre dans le collège, mais ce que je ne veux pas, c'est... Et donc, on sort aussi des enseignants spécialisés. C'est-à-dire que c'est bien l'idée, on met du médico-social dans le collège. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Aujourd'hui, vous avez des AESH. Pourquoi on n'a pas? On n'a pas, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le système français. Le système français a toujours été de partager les choses. Ou alors, il est un peu devenu mixte avec les histoires des AESH. Vous savez, les aides qu'on donne aux enfants. Dans la Somme, c'est 2000 gamins qui ont une orientation MDPH et qui sont accueillis dans les collèges. Mais à côté de ça, j'en ai plus de 1000 qui sont en IEM ou en IME. Et ceux-là, ils bénéficient, en fait, bien sûr, d'un accompagnement médico-social de grande qualité, mais pas d'enseignement de qualité. Et quand vous sortez un gamin, et nous, on l'a fait dans la Somme, et il y a plusieurs collèges qui sont aujourd'hui en cours, quand vous avez un gamin qui rentre à la rentrée scolaire de septembre, qui est à un niveau CE1, alors qu'il est au collège, et que l'éducateur spé que vous voyez quelques semaines après qu'un ministre qui vient visiter le lieu, qui vous dit, écoutez, moi je suis assez surpris parce que le fait qu'il soit confronté aussi à la cantine, à d'autres petits camarades, de vivre des choses en commun avec ses autres camarades dits en situation ordinaire, eux qui sont en situation extraordinaire, eh bien vous apercevez que leur niveau intellectuel progresse très vite. Ils étaient au niveau CM1 quand l'autre cohorte qui était restée à l'IME n'avait pas bougé en termes d'avancée, je dirais, intellectuelle. Et ça, c'est tout de même la moindre des choses qu'on doit, je pense, aux enfants de ce pays. C'est tout de même de les mettre tous à égalité. Bien sûr que je ne suis pas non plus le chantre du 100%, je dirais, inclusif. Il y a des situations où, à l'évidence, des enfants qui sont polyhandicapés, des autistes extrêmement lourds, profonds, qui sont... On est d'accord. Pour lesquels il faudra encore des institutions spécialisées, naturellement. Mais à côté de ça, on peut certainement faire tout à fait différemment. Et en tout cas, c'est ce qu'on teste. Alors, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, d'ailleurs, assez souvent, je me dis, mais j'ai une chance folle. Je le dis parce que je suis président de département. Je n'ai pas vocation à amener autour de moi l'Agence régionale de santé, l'éducation nationale, etc. Le fait d'avoir signé cet accord de méthode avec le gouvernement en 2021 a fait que, en 2022, a fait que nous avons aujourd'hui autour de nous, j'entraîne tout le monde à un rythme qui quelquefois peut d'ailleurs un peu surprendre mes partenaires, mais ils sont tous dans la même dynamique. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'écoutent et qui tirent dans le même sens. Vraiment dans le même sens. Ouais. Mais vous voyez qu'un président de département, il n'a pas vocation normalement à s'occuper de l'éducation nationale. C'est inspecteur d'académie. Moi, quand je demande des moyens médico-sociaux pour les mettre dans le collège à mon DG d'ARS, il pourrait me dire, mais attendez, vous vous êtes gentil, c'est pas votre rôle. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde fonctionne bien parce que tout le monde est bien d'accord sur le fait qu'on expérimente quelque chose. Je ne dis pas qu'on a raison sur tout, mais je dis simplement c'est qu'on a l'obligation au moins de tester une autre piste et surtout de respecter nos engagements internationaux. Là aussi, je le répète. Un enfant handicapé sur 4 d'après l'UNAPUI n'a pas eu de rentrée scolaire. Oui, c'est sûrement trop. C'est aussi vertigineux. Oui, mais c'est certainement là. Alors, je connais pas ce chiffre-là. Oui, bien sûr. Je cite l'UNAPUI. Vous aurez aussi vos chiffres en. Oui, non, mais et puis très sincèrement, qu'est-ce qu'on appelle scolarisation? Moi, je suis pas d'accord quand l'éducation nationale me dit le gamin a fait 3 heures dans sa semaine, il est scolarisé. Ah non. Pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Et j'ai déjà dit suffisamment. Qu'on mette des moyens en plus, ça naturellement. Je passe mon temps à le dire à la ministre Katabi, je le dis régulièrement à Aurore Berger, on a besoin de moyens en plus dans le médico-social. Mais vous savez, c'est pas le tout de mettre de l'argent sur ces sujets-là. Il faut de l'humain. encore trouver les professionnels. Vous savez, la crise de recrutement de tous ces métiers de l'accompagnement social qui sont des métiers extraordinaires, mais qui sont mal payés. Enfin, honnêtement, ça n'est pas normal aujourd'hui quand je vois les AESH qui sont payés au lance-pierre, qui font certes des temps partiels. Mais comment voulez-vous avoir des gens motivés alors, la motivation, c'est pas que de l'argent. Enfin, ça, oui, mais c'est toujours la même chose. Il y a toujours un moment où, à la fin du mois, et même dès les premiers jours du mois, tu regardes ton porte-monnaie et actuellement. Et puis surtout, il faut former les gens. Moi, vous savez, on a pris la solution des AESH
qui était la solution la plus simple, mais aussi la plus coûteuse. La plus simple parce qu'en fait, en vérité, pour beaucoup d'enfants, ce n'est pas une aide humaine dont ils auraient besoin. Ça serait d'une pédagogie qui serait différenciée. Ça serait l'enseignant qui doit s'adapter quelquefois au gamin qu'il a en face de lui. C'est peut-être aussi demain, et moi ça fera peut-être partie des propositions qu'on fera au gouvernement, c'est d'avoir... On va en savoir un petit peu plus. Non, mais Essayez, on est déjà en février, allez-y. Non, mais on n'est pas encore en février, et puis surtout, j'ai pas encore calé complètement les choses avec Avec le président de la République. Non, le président de la République, il a eu la sympathie de me mettre en mission, ce qu'il savait, ma motivation sur ce sujet. Oui. Je pense véritablement que sur ces sujets-là, moi, je suis toujours à me dire, il faut tester avant de généraliser. Et en l'espèce, beaucoup de pays ont choisi la solution de mettre moins d'enfants dans une classe où il y a un enfant en situation de handicap. C'est vrai qu'un enseignant avec 30 gamins, c'est sûrement plus compliqué d'avoir à gérer, en plus de ça, un enfant qui a peut-être une particularité. S'il en avait 20, peut-être qu'il pourrait adapter son enseignement précisément à la difficulté du gamin. Ben oui, alors... En l'aide d'une AESH. Vous savez, moi j'ai une position là-dessus, c'est que très souvent, c'est plutôt de la pédagogie qu'il faudrait avoir différenciée. C'est aussi, vous savez, que la loi de 2005, 18 ans, ça fait 18 ans que le législateur s'est penché sur la question. En 2005, on disait déjà, il faut que les enseignants soient formés au handicap. 2005. Le ministre Papendia, que j'avais eu la chance de rencontrer avec Geneviève Dariussec pendant les premiers travaux de ma mission, nous disait, bon, je reconnais, aujourd'hui on forme les nouveaux enseignants, mais tout le stock de 2005, on ne l'a pas formé. Ça n'est pas normal. En tout cas, ce n'est pas ce que le législateur avait souhaité. Donc clairement, aujourd'hui, il faut certainement plus de formation. Mais vous savez, c'est le même problème que pour les AESH. Ces aides techniques qu'on met à disposition des gamins, le nombre d'heures qu'elles ont de formation est assez ridicule au regard de la complexité d'un gamin handicapé. Et puis, il y a autant d'handicap quasiment que... Pourquoi c'est des retours que vous avez? Ah ben, naturellement. Elles ont, dans les meilleurs des cas, 40 heures de formation. Là où, vous savez, un éducateur spé passe plusieurs années à se former aux particularités d'un enfant, à ses réactions. Et c'est pour ça que je dis qu'on fera même œuvre utile en mettant des gamins venant d'IME avec leurs moyens médico-sociaux, des éducateurs spé, des rééducateurs dans le collège. Parce que demain, quand vous avez un AESH qui est perdu avec le gamin, il y en a un. Il y en a qui ne savent plus comment faire et qui sont pourtant là en étayage du gamin. Eh bien, quand ils auront la possibilité d'aller dans le collège chercher le médico-social qui sera dans le collège parce qu'on aura sorti un éducateur qui sera à disposition, eh bien là, je pense qu'on fera un travail un peu plus intelligent et un peu plus performant pour les enfants. Et c'est surtout ça, c'est se dire, quelle est la bonne solution? Vous savez qu'aujourd'hui, quelquefois, sur un certain nombre de handicaps, vous avez besoin de tablettes particulières, vous avez besoin de logiciels, etc. Les logiciels, les tablettes, elles existent. Sauf que compte tenu des moyens financiers de l'éducation nationale, quelquefois, on ne peut pas les mettre à disposition non plus de celles et ceux qui, aujourd'hui, en auraient besoin. Ces enfants, ils ont bien... Et plutôt que de mettre des moyens considérables sur de l'humain, on l'a fait, c'est très bien, mais c'était peut-être pas la seule solution. En tout cas, on a pris la dernière solution qu'il aurait fallu utiliser par simplicité. Parce que ça, c'était facile. Il suffit de recruter, on met des gens, on calme aussi quelquefois. Je ne vais pas être que politiquement correct. Mais vous savez, avoir un enfant en situation de handicap dans sa classe, je mesure que pour un enseignant, ce n'est pas facile. Sauf que c'est aussi, quand on est enseignant, on a pris une décision, c'est de se donner aux enfants pour leur formation. Je sais bien que quelquefois, c'est difficile pour un enseignant que d'avoir à traiter ces problèmes-là. Mais c'est son job. C'est aussi à lui aussi peut-être d'aller chercher les ressources nécessaires, d'aller aussi se former. Vous savez, moi je connais des enseignants pour lesquels le rectorat leur a jamais proposé de formation, mais ils sont allés en chercher des formations en disant « je sais que j'ai des gamins ». Et se forment quand? Ils se forment éventuellement sur du temps. Sur leur temps de... non, je crois que c'est sur du temps de travail, oui. Ouais. Alors quelquefois, s'ils ne veulent pas perturber éventuellement leur classe, naturellement, il faut qu'ils le fassent sur leur temps libre. Une certaine continuité pédagogique. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas ça la grandeur aussi du boulot d'enseignant? Que de se mettre à disposition aussi des enfants qu'on a. Vous imaginez que dans un département comme la Somme, 2000 gamins ont une orientation MDPH, la maison des personnes handicapées, au sein du collège. 2000 gamins. Et j'en ai 1000 en plus en secteur spécialisé. Ça veut dire aussi tout de même qu'auparavant,
C'est 2000 qui sont aujourd'hui accueillis avec leurs AESH. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des AESH, quelquefois il n'y a pas d'AESH. Alors, ça peut être en classe Ulysse, etc. Aujourd'hui, on a plein de dispositifs aussi qui existent. Et heureusement. Parce qu'on a fait des petits groupes, tout ça. Mais tout ça, c'est intelligent. Ce que je veux dire simplement, c'est que moi, voyez-vous, dans une école inclusive, où on se dit qu'il n'y a pas de différence entre les enfants, est-ce que vous ne trouveriez pas plus intelligent que l'AESH qui est mis à disposition d'un enfant? Moi, si j'étais dans la classe, je suis en situation ordinaire, je vois mon petit copain à côté qui a une dame toujours adulte à côté de lui, une dame ou un monsieur, ça n'est pas qu'un métier. Vous croyez que c'est très inclusif? Et ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait les supprimer et Non, que je pense qu'à la limite, il faudrait qu'elles soient mises à disposition du maître, dans la classe, et d'aller aussi donner quelquefois un coup de main à d'autres enfants. Vous savez, il y a quelquefois, moi, je vais quelquefois au collège. Je vois ces dames qui sont là, qui sont quelquefois à côté, qui regardent, qui aident, etc. Mais croyez que pour son boulot à cette personne, elle serait bien plus utile pour l'ensemble de la classe d'aller aussi donner un coup de main à un gamin qui a une difficulté. Il n'y a pas que des gamins handicapés qui peuvent avoir une difficulté dans une classe. Et aller comme ça... Mais là, on s'éloigne du cœur du métier d'une AESH. Ben, je pense que de toute façon, vous savez, à terme, il faudra revoir le métier. Enfin, aujourd'hui, on a testé ça comme ça parce qu'il y avait une grande ambition. Le gouvernement en a depuis 2017. Quitte à ce qu'il soit mieux payé? C'est ce qui avait été aussi annoncé par le chef de l'État, puisqu'il avait dit pendant la CNH, toutes celles et tous ceux qui veulent passer à temps plein pourront le faire. Sauf que les temps complémentaires, ce sont souvent des temps qu'il faut trouver dans les collectivités locales. Donc le complément de salaire, c'est soit le département, soit la commune qui doit éventuellement l'offrir. Si la commune et le département ne sont pas d'accord, bon, déjà, vous pouvez toujours demander. Alors maintenant, on me dit qu'on a la possibilité d'étendre encore un peu plus et si les gens sont réellement volontaires. Peut-être, mais je crois vraiment que dans un système où on se dit que l'idée, c'est bien le changement de regard. On parle souvent du changement de regard depuis très longtemps. On se dit il faut avoir un autre regard sur le handicap. Eh bien, je pense vraiment que le changement de regard, c'est aussi peut-être changer la fonction demain de l'AESH dans la classe. C'est aussi revisiter les IEM et les IME pour faire en sorte que les enfants soient demain dans les collèges ordinaires. Parce que, croyez-vous que ça soit complètement normal que l'enfant qui a une fragilité particulière, une singularité, soit obligé, lui, quelquefois, d'avoir des kilomètres à faire pour aller dans son établissement, alors que, normalement, la République devrait être capable de donner à un gamin à 10 kilomètres de chez lui, il devrait trouver son enseignement. Enfin, pour un collège, en régional, en milieu rural, même chez moi, on a 10-15 kilomètres, vous avez un collège. Bon. Aujourd'hui, vous avez des gamins que vous concentrez tous au même endroit. Vous croyez que ce soit ça auquel un gamin... Moi, je ne suis pas en situation de handicap. Celle qui en parle le mieux, c'est Lucie Carrasco. Lucie Carrasco, qui est associée à ma mission, me dit, tu vois Stéphane, moi, on m'a mis en IEM à ma naissance, parce qu'elle était handicapée. Sauf que intellectuellement, elle est tout à fait brillante. Aujourd'hui, elle est même chroniqueuse pour la télévision. Donc je dirais, honnêtement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Sauf qu'on l'a enfermée. Elle m'a dit, on m'a enfermée. Parce que c'était ça la solution. Parce que vous savez, le handicap, ça fait souvent peur. Qui n'a pas détourné son regard quand on voit un gamin qui est très handicapé, avec ses parents, parce qu'il hurle dans la rue, etc. Qui n'a pas détourné le regard? Tout le monde. On le fait tous parce qu'on a peur. On ne sait pas comment appréhender ces choses-là. Eh bien, je pense très sincèrement qu'une fille comme Lucie, si elle avait pu aller à l'école de la République comme tout le monde, elle aurait pu suivre une scolarité tout à fait normale. D'ailleurs, voilà. Et c'est parce que ses parents, c'est parce qu'elle-même avait une volonté forte d'apprendre chez elle qu'elle a réussi à compenser ce qu'on ne lui avait pas donné à l'école. Et ça, je trouve tout de même que ça n'est pas possible que l'État institutionnalise ce genre de choses. Voilà, ça fait partie, nous, des essais. Je ne suis pas persuadé que j'ai raison sur tout. Mon obligation de président de département, parce que vous avez expérimenté quand même depuis pas mal d'années, donc vous pouvez commencer à voir, même si j'entends, chaque territoire est différent et que chaque territoire a sa spécificité. Et puis, voyez-vous, moi je suis dans un département où on a 6000 places de collège vides. 6000 places de collège. J'avais à l'origine 26 000 places de collège, démographie qui n'est pas très favorable aux territoires ruraux. Oui. On perd des gamins. Oui. Ma solution, si j'avais été comptable uniquement, c'était de fermer 10 collèges. Ça, celles et ceux qui sont comptables ne font que ça. Moi, je dis, j'ai de la place.
Créons donc les conditions dans nos 50 collèges de la Somme pour faire en sorte de créer des plateaux techniques, des lieux de vie aussi, parce que des gamins, ils ont besoin quelquefois d'avoir des sas de décompression, des endroits à eux, etc. Oui, c'est une nouvelle façon de voir la société. Il y a des collèges. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec l'éducation nationale et puis l'ARS sur un vrai collège inclusif. C'est pas ce que je vous dis encore. Là, on teste des choses, on sort des gamins d'IME. Demain... Là, c'est 5 classes que vous avez ouvertes pour cette rentrée. On en a 5 nouvelles. 5 nouvelles classes, effectivement. On avait déjà 3 en collège, donc aujourd'hui, j'en ai 8 dans le département. Mais à terme, on va avoir un collège inclusif. J'ai déjà une idée d'un endroit où il y a peu de gamins aujourd'hui. Avec la complicité de la principale, l'éducation nationale, on va vraiment faire quelque chose qui va retourner la table. Mais il y a déjà des expériences qui existent ailleurs. Je dirais en France, il y a des lycées comme ça. Enfin, on a tous en tête éventuellement des images comme ça qu'on a vues à la télévision, ça et là. Et donc ça peut exister. C'est beaucoup d'énergie. C'est aussi beaucoup de persuasion vis-à-vis de tout le monde. La communauté éducative, enseignants bien sûr, directeurs d'établissement, les parents d'élèves. Les parents d'élèves des deux côtés. Ceux qui ne sont pas en situation de handicap, quelquefois, voient tout de même cette expérience pas toujours d'un très bon œil. En disant, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire suer, lui, à mettre des enfants... Mais qu'est-ce qu'il redoute, en fait Et puis, il y a ceux qui sont en situation de handicap, voyez-vous. Les parents des gamins en situation de handicap. Parce qu'ils se disent, mais jusqu'alors, à l'IME, le gamin, il était en sécurité. Et là, il me le met dans une espèce de vie de tous les jours, de vie peut-être moins aimante qu'à l'IME. Et pourtant, demain, quand le gamin aura 20 ans, qu'il faudra qu'il aille éventuellement vivre à l'extérieur, si possible, pas uniquement en foyer de vie, eh bien, on peut aussi se dire que la société, elle est comme ça. Il faut former, et trouver avec bienveillance. Et trouver un travail. Voilà, aussi, bien sûr. Et donc, c'est tout ce parcours de vie qu'on essaie de reconstituer dans la Somme. Mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais il faut le faire avec passion et détermination. Monsieur Oussoulier, vous êtes déterminé, vous êtes passionné. On parle de Saint-Valery-sur-Somme. Hey, ah, super commune, j'en ai été maire 20 ans, donc voilà, c'est ma commune. Il me semble. C'est parti, la loupe. Et oui, Alix, des élèves de Saint-Valery-sur-Somme ont coécrit un livre avec l'auteur de Polar Jeunesse, Guillaume Le Cornec. Oui, une œuvre fiction réalisée l'année dernière, intitulée Trafic, enquête en baie de Somme. Plus qu'un roman, il s'agit en fait d'une sorte de guide touristique. Il est même mis gratuitement à disposition dans les offices de tourisme. C'est le deuxième volet de ce programme. Une première nouvelle a déjà été réalisée l'année précédente, mais cette fois, l'action se tenait à Abbeville. Cette année, c'est l'auteur Bertrand Puard qui se charge d'embarquer des élèves à Lompré. Et ce qui est génial, c'est qu'à terme, l'objectif est de créer un polar touristique pour chacune des 43 communes de la baie de Somme. C'est Guillaume Le Cornec lui-même qui est à l'initiative du projet. Il est aussi directeur des collections jeunesse des éditions du Rocher et il s'est lancé en 2021 dans la médiation culturelle. Dans le cadre de Trafic, donc, on a travaillé avec le réseau des médiathèques de la ville d'Abbeville et c'est un projet qui s'inscrit en fait sur le temps long puisque le projet va courir sur 5 ans. Trafic est le résultat de la deuxième année de résidence. Il y en aura encore 3 derrière qui seront assurés en partie par Bertrand Puard. Notre objectif prioritaire, c'est de redonner aux ados l'envie de leur propre territoire, l'envie de culture et de curiosité et puis d'en faire des gens qui vont s'intéresser de manière différente, avoir un regard différent sur ce qui peut se passer chez eux, avec peut-être comme objectif aussi de leur faire toucher du doigt l'intégralité des métiers de la chaîne du livre, puisqu'on en représente et on fait aussi de l'orientation professionnelle pendant ces projets. Donc voilà, il y a plein d'enjeux et plein de facettes différentes, et c'est des projets qu'on mène maintenant dans de nombreux territoires et au profit de très nombreuses institutions culturelles. Et dans le cadre du projet, plusieurs rencontres viennent ponctuer l'année scolaire. Les élèves effleurent tout un panel de métiers puisqu'ils sont amenés à se mettre dans les baskets de l'auteur bien sûr, mais aussi celle de l'éditeur par exemple, pour définir la couverture et la 4e de couverture. Le gang des Gobies, c'est le nom de scène qu'a choisi ce groupe d'élèves, a eu le plaisir de découvrir leur bébé en chair et en os en juin dernier lors d'une cérémonie en leur honneur. Monsieur Oussoulier, vous connaissez le gang des Gobies ou pas? Pas encore, mais il faut que je me renseigne. C'est qu'une question de temps, la lecture? Comment? Une question sur la lecture? Oui, vous constatez un désintérêt pour la lecture chez les jeunes?
Le problème, C'est des retours que c'est vous avez. peut-être, alors c'est peut-être l'utilisation aujourd'hui, effectivement, des écrans aujourd'hui, qui n'est pas vu un ado uniquement branché sur son téléphone. Je pense que quelquefois on se dit, mais c'est la même chose que j'entendais l'autre jour un ministre qui disait, mais on devrait arrêter les gamins quand on va les mener à l'école à 300 mètres du collège, comme ça ils feraient 300 mètres à pied, enfin, plutôt que d'être uniquement quasiment jusque dans l'école avec leur téléphone portable. Je pense qu'effectivement, ils lisent peut-être un peu moins, ils font aussi un peu moins de sport. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui sont aujourd'hui à corriger. Alors après, chacun dans la cellule familiale doit en prendre compte. Je pense que nous, on essaie au département, par exemple, de donner les premiers livres. C'est important, vous savez, il y a des endroits où c'est le seul livre que l'enfant aura. Et ça, je me dis tout de même, si les collectivités territoriales ne montrent pas l'exemple, ne facilitent pas non plus l'accès aux livres, les médiathèques, on les aide encore, je dirais, en réalisation pour les construire en milieu rural, c'est aussi extrêmement important. Je pense que ça participe aussi vraiment à l'éveil. Et donc, moi, Oui, j'ai vu que vous offriez une BD aux élèves de 3e. Aussi, la BD sur Agar, enquêteur de l'histoire. C'est ça. Et alors, c'est un grand succès. Et même les recteurs qui se succèdent, souvent, quand ils sont nouveaux, ils disent, mais il paraît qu'il y a eu d'autres bouquins avant celui de cette année. Est-ce que je peux pas avoir toute la collection? C'est une façon comme une autre de redécouvrir l'histoire du département. Mais elle parle de quoi, cette BD? Il y a une problématique en particulier? Alors c'est sur aussi bien la préhistoire, l'archéologie. Vous savez que la Somme, c'est le berceau aussi de l'archéologie, de la préhistoire. Boucher de Perthes, etc. C'était des gens qui ont découvert. Et puis on a un gisement, par exemple, dans la Somme, des plus grands mammifères qui sont dans la vallée de la Somme et qui sont enterrés dans la vallée de la Somme. Et donc il y a aujourd'hui des recherches qui se font. Et pareil, c'est un des premiers gisements européens, en tout cas en termes de grands animaux. Et je pense que c'est pas mal aussi de leur montrer que la Somme, c'est aussi ça. On a par exemple un parc archéologique, celui de Samara, qui marie ludique et puis découverte. Je pense que c'est aussi une façon peut-être nouvelle d'appréhender de la connaissance en s'amusant. Je pense que c'est aussi par ces choses-là qu'on arrive à accrocher les gens. En tout cas, ça fait partie des démarches qui ont été lancées maintenant il y a quelques années, du temps de mes prédécesseurs, et qu'on continue. On travaille aussi beaucoup sur la BD. Il y a un très très beau salon de la BD à Amiens chaque année. Il paraît. Je trouve que voilà, On a déjà fait une émission dessus. je trouve qu'Angoulême c'est très bien, mais franchement Amiens c'est extraordinaire. Stéphane Oussoulier, je vais citer quelqu'un que vous connaissez très bien, je crois. Les adultes, les enfants en situation de handicap sont des personnes riches de leur singularité, qui ont des compétences, des envies, des projets, des personnes fortes de ce qu'elles ont vécu, qui ont tout à nous apprendre. En ces temps difficiles où les fondamentaux de notre démocratie sont contestés, comme jamais, la redéfinition de notre lien social autour d'une société permettant à chacun de s'épanouir est le seul chemin vers le retour à une France unie, une France forte et une France apaisée. Ces mots, vous l'avez reconnu, bien sûr. En plus, j'ai mis votre photo. Ce sont les vôtres. C'était à l'Élysée le 26 avril dernier. On a beaucoup parlé de l'apport pour ces jeunes en situation de handicap s'ils intègrent effectivement le cursus classique. Mais quelle est la plus-value pour les enfants, les autres, ceux qui sont déjà effectivement à l'école et qui voient arriver effectivement ce jeune en situation de handicap? Travailler sur le handicap, c'est souvent travailler pour tous. Vous savez que aujourd'hui, mon téléphone me sert plus à envoyer des textos que de servir comme téléphone. Texto, ça a été créé à un moment pour les personnes qui avaient une déficience auditive. Vous voyez que comme quoi, cette grande découverte, elle a d'abord servi aux personnes handicapées. Et bien, vous avez plein de choses comme celle-là qui... le FALC, le facile à lire et à comprendre. C'est pas assez encore répandu, c'est quelque chose qui permet de traduire des gros rapports très volumineux et ennuyant. Ça sent le vécu. En quelque chose. Oui, parce que voyez-vous, moi j'ai la faiblesse d'assumer mes turpitudes. Un jour, le président, je siège à une caisse très sérieuse où on gère 40 milliards d'euros, c'est la 5e branche, celle de la CNSA, Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. Et le président de la CNSA, qui est un copain, ancien président du Conseil départemental du Nord, Jean-René Lessard, me dit: t'as lu le rapport d'activité? Je dis: mais qui peut lire un rapport d'activité? Il fait 1000 pages, etc. Naturellement que j'ai pas lu. Et je dis: par contre, j'ai lu le facile à comprendre, parce que naturellement dans la caisse qui s'occupe d'autonomie, on fait du FALC, on fait du facile à comprendre, et j'ai lu le FALC et j'ai tout compris de ce qui se passait à peu près. J'étais dans les seuls candidats au conseil départemental lorsque j'ai été réélu en 2021 à avoir fait ma profession de foi aussi en facile à lire et à comprendre. Si on veut être aussi lisible de tous, compréhensible de tous. Vous savez, c'est bien pour les personnes handicapées, mais c'est aussi quelquefois bien pour les personnes dont la langue première n'est pas le français. C'est aussi une façon nouvelle aussi de se mettre à disposition de tous. Et je pense que plus on aura une démarche comme celle-là, aimante, attentive aux autres,
plus notre société se portera bien. En tout cas, c'est peut-être le modeste espoir que je... Avec Alix, on va faire une émission sur le FALC. Vous nous avez convaincus. En plus, je pense qu'on a un bon professeur. Vous revenez nous voir en février ? Avec grand plaisir. Merci infiniment, Stéphane Ossuet, d'être venu nous voir pour cette émission ô combien importante et cette mission qui est tout autant. On vous revoit donc, le rendez-vous est pris au mois de février pour vos préconisations sur l'enfance et sur l'inclusion. Ce serait des préconisations, hein. Moi je ne suis pas le gouvernement. On est bien d'accord. Il va falloir rester patient. Excellente journée en notre compagnie sur School TV. Ciao.